C'est ici, à Val-des-Sources, qu'a éclaté la grève de l'amiante, un des plus importants conflits ouvriers de notre histoire. Et si Val-des-Sources, ça vous dit rien pantoute, c'est parce que jusqu'à tout récemment, ça s'appelait asbestos. Asbestos, comme dans amiante en anglais, comme la précieuse ressource que les habitants ont longtemps ramassée dans des conditions misérables. Et quand 5000 travailleurs de la Johns Manville se sont mobilisés en 1949 pour améliorer ces conditions, disons que la situation a dégénéré. La Johns Manville a déployé tous les moyens pour remettre les mineurs à leur place. Ils battaient les gars, puis leur disaient, là, vas-tu retourner travailler encore? Avec quand il y avait la figure toute déchirée sur toutes les barres. Tout ça parce qu'ils ont osé demander une augmentation salariale de 15 cents de l'heure. Et le droit de, mettons, pas se faire intoxiquer mortellement au travail? Et le culot, hein? The practical uses of asbestos are very numerous. At least 18,000 articles are made of it. Après la Deuxième Guerre mondiale, la demande en amiante est en hausse partout dans le monde. On en utilise énormément dans l'industrie de la construction, pour isoler, pour insonoriser, pour faire les planchers, les toits, tout le monde en veut. Les risques de la substance sont encore méconnus, alors on l'exploite et on la manipule sans précaution, sans savoir en fait à quel point on se met en danger. En 1949, la province fournit 85 % de l'amiante dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on se met riche avec ça. Parce que le Québec fournit, mais le Québec ne reçoit pas vraiment. À cette époque-là, les ressources naturelles de la province sont surtout exploitées par des compagnies américaines qui empochent tous les profits. Ça fait le bonheur du premier ministre Duplessis qui a un message clair pour nos voisins du Sud. Le Québec est open for business. Duplessis pense que la meilleure façon d'assurer la prospérité de la province, c'est de laisser le champ libre aux Américains. Non, mais l'ont-tu pareil, l'affaire, les Américains? La Johns Manville est une de ces compagnies-là. Elle possède plusieurs mines au Canada et aux États-Unis, mais la mine Jeffrey, juste ici, est sa principale réserve de matières premières et sa principale source d'approvisionnement. La compagnie possède pas juste le gisement. Elle contrôle l'hôpital, un bon nombre d'institutions et elle emploie la majorité des habitants d'Asbestos. On pourrait quasiment dire qu'elle possède la ville. Naturellement, ce sont ses priorités qui priment. Mettons que les priorités, c'était pas les parcs et les ruelles vertes. En 1948, des articles scientifiques commencent à faire des liens clairs entre l'exposition à l'amiante et les maladies pulmonaires. Le journaliste Burton Ledoux publie une série d'articles chocs qui révèlent dans les médias la face cachée de l'amiante. On parle peu de Burton Ledoux quand on aborde la grève de l'amiante, mais on devrait parce que c'est beaucoup grâce à lui que les dangers de l'industrie minière sur la santé des travailleurs ont été dénoncés. La Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, qui deviendra éventuellement la CSN, négocie avec la Johns Manville au nom des mineurs et demande donc une augmentation de 15 cents de l'heure, une pension, 9 jours fériés, des actions pour réduire l'exposition à la poussière toxique et un droit de cogestion. Cette dernière demande-là est perçue comme une dangereuse pente glissante vers le communisme. À l'époque, on avait le communisme facile. La loi oblige les partis à se soumettre à un arbitrage, mais les syndicats savent que les arbitres tranchent pas mal toujours en faveur des patrons, alors ils refusent de se prêter au jeu. Ils exercent donc le seul moyen de pression qu'il leur reste, la grève. Le 13 février 1949, c'est dans le sous-sol de l'église Saint-Aimé que quelques 2000 mineurs d'asbestos déclenchent la grève. Le 14 février, 3000 travailleurs de Thetford Mines, une ville minière voisine, emboîtent le pas. Dès le lendemain du déclenchement de la grève, Antonio Barrett, un ministre de Maurice Duplessis, la déclare illégale. Dans les circonstances actuelles, il n'y a pas d'entente possible à cause de l'illégalité de leur grève. Hey, parle-moi de ça, quelqu'un qui niaise pas avec la POC. La compagnie engage presque immédiatement des scabs, des travailleurs qui remplacent les grévistes, et ces scabs-là vont même recevoir une augmentation en avril. C'est quand même baveux, hein? Une semaine après le déclenchement de la grève, 400 policiers, dont certains en état d'ébriété, débarquent à Asbestos pour maintenir l'ordre. Évidemment, l'arrivée de la police envenime le conflit. Il y a eu de la violence des deux côtés, mais la brutalité policière a profondément marqué les travailleurs.
On l'a essayé par tous les moyens à écraser les ouvriers. Les gars avaient fait une grève, mais pas pour discontinuer de travailler pour la Jones-Venville. Ils voulaient mettre la Jones-Venville à raison. On n'avait absolument rien pour se défendre à part de ce qu'on pouvait dire. Jean Marchand, le porte-parole des grévistes et directeur du CTCC, accuse les patrons de vouloir carrément détruire l'organisation syndicale. Pour Duplessis, comme pour le patronat, les syndicats sont des nuisances et ils souhaiteraient bien fort que les travailleurs voient pas leur nécessité. Dans la vie, il y a deux choses qui comptent, une job steady et un bon boss. Laisse faire le reste, c'est maudite folie d'union, cette affaire-là, qu'est-ce que ça donne? Pour protéger leurs membres, les unions doivent avoir des moyens, mais à l'époque, le droit de grève n'est pas réglementé. Il n'y a pas de fonds de grève pour soutenir financièrement les mineurs. Ils ont tout simplement pas de revenus pendant des mois et ça met un poids immense sur les ménages. Si l'homme arrive puis que la femme dissout sur le dos puis on n'a plus rien à manger, puis tout, ben, tu seras bien mieux d'aller travailler. Mais c'est ça qu'il fallait pas faire. Des femmes qui contribuent dans l'ombre? J'ai jamais entendu ça, moi. Sans le soutien des femmes, la grève de l'amiante aurait probablement pas fait long feu. Les mineurs reçoivent aussi du soutien de la population québécoise. Des gens de partout à travers la province leur envoient des denrées pour qu'ils puissent continuer à nourrir leur famille. Et ils reçoivent un autre soutien plutôt inattendu, celui de Monseigneur Charbonneau. Monseigneur Charbonneau est particulièrement sympathique à la cause des grévistes de 1949. Il a même déjà dit dans un discours « La classe ouvrière est victime d'une conspiration visant à les écraser. C'est le devoir de l'Église d'intervenir. Nous valorisons les gens plus que le capital. » Enfin, un monseigneur avec qui j'irais prendre une bière. Pour une première fois, Duplessis ne pouvait pas compter sur le pouvoir de tous les curés pour imposer sa vision, disons, arriérée. Puis c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Gérard Pelletier, un jeune journaliste pour Le Devoir au moment de la grève, qui a rapporté les efforts de mobilisation des mineurs. Duplessis avait les idées sociales des notaires de campagne vers 1875 et on était au milieu du 20e siècle. Il voulait pas qu'il y ait de règlement parce qu'il voulait pas que une grève dite illégale ait apporté quelque chose aux ouvriers. Le travail des journalistes a vraiment permis de changer le rapport de force entre les compagnies minières et leurs employés. Ça a sensibilisé la population générale aux conditions dans les mines et ça a favorisé un soutien plus large des grévistes. Les enquêtes de Burton Ledoux dérangeaient tellement que les compagnies minières l'ont poursuivi. Le plus scandaleux dans tout ça, Burton Ledoux a exposé au grand jour ce que la Jones-Venville savait depuis des années et qu'elle cachait volontairement à ses travailleurs. C'est assez simple à faire. La compagnie contrôlait l'hôpital. Dr Lenza, un médecin engagé par la Menville, savait très bien qu'après 10 ans d'exposition à l'amiante, 50 des travailleurs souffraient d'amiantose et après 15 ans, 87 avaient des maladies pulmonaires. Mais il recommandait à la compagnie de ne pas leur communiquer ces informations-là. Il dit, la condition physique que t'es là, mon vieux, il dit, pense-y plus. Il dit, tu pourras plus jamais travailler de ta vie. Tant tout, c'est fini. En 1974, le docteur Selikoff et une équipe de médecins indépendants examinent la population et concluent que de vivre à Thetford Mines, où la Menville possède aussi une mine, relève du suicide. Mon frère est mort à 24 ans. Il travaillait à la mine? Il a travaillé environ 12 mois. Même après avoir quitté la mine, des travailleurs ont les poumons tellement abîmés qu'ils ont besoin d'oxygène juste pour se promener en voiture. Et c'est pas juste les travailleurs qui risquent leur vie à cause de l'exposition à l'amiante. C'est leurs enfants, leurs proches, tous ceux et celles qui respiraient l'air d'asbestos et de Thetford Mines. On peut facilement comprendre la colère qui grondait dans les rues en 1949. Dans ce temps-là, il n'y avait rien à gagner. Il y avait la mine ou rien. Quand les gens travaillent pour 15 cents de l'heure, 20 cents de l'heure, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Sur le coup, la grève n'a pas mené à beaucoup de gains pour les mineurs. Après 4 mois et 150 arrestations, les mineurs retournent au travail sans augmentation salariale. Mais la grève n'est pas un échec pour autant. Elle vient légitimer le pouvoir des syndicats, puis il y a de moins en moins de travailleurs qui se demandent, les unions, qu'est-ce que ça donne? Et la crise de l'amiante marque aussi, grâce au journalisme de terrain, un éveil face aux pratiques mensongères et immorales des compagnies. La ville d'Asbestos s'appelle Val-des-Sources depuis 2020, question de tourner la page sur ce chapitre assez traumatisant. Mais on ne peut pas pour autant oublier qu'elle a porté le nom de l'amiante dans la langue des patrons, ni que l'amiante a longtemps valu plus cher aux yeux de l'État que la vie de ceux qui la ramassaient de leurs mains.